Passons à présent au paragraphe 10. Ce qu'on va étudier ici, c'est le sens de variation d'une fonction. Donc, le sens de variation, ce qu'on entend par là, c'est essayer de déterminer les zones où la fonction est croissante et les zones où la fonction est décroissante. Ce qu'on observe dans cet exemple, donc j'ai tracé l'ensemble des tangentes au graphique de la fonction x carré, donc vous reconnaissez ici la parabole. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la partie où la fonction est croissante, donc je vais le surligner en bleu, donc dans cette partie-là, eh bien on remarque que les tangentes sont également croissantes. Donc qu'est-ce qu'on a comme tangente de dessiner? On a celle-là, celle-là, celle-là. Donc à chaque fois, c'est évidemment des tangentes à des points différents, mais elles ont toutes pour point commun le fait qu'elles sont croissantes. Et pareillement, dans la zone où la fonction est décroissante, eh bien, on remarque que l'ensemble des tangentes pour cette zone-là est également décroissante. On peut tirer la même conclusion dans cet exemple. On a dessiné l'ensemble des tangentes et lorsque la fonction est croissante, eh bien les tangentes sont croissantes. Lorsque la fonction est décroissante, les tangentes sont décroissantes. Il y a quelque chose également qu'on remarque ici, un point particulier, le point 0, 0. Eh bien, nous remarquons que la tangente en ce point-là est horizontale. Ce qui est important de comprendre, c'est que f de x croissante implique tangente croissante. Mais tangente croissante, ça signifie que la pente de la tangente est positive. D'accord? Parce que lorsqu'une droite est croissante, sa pente est positive. Donc ça signifie que f' de x est positif. Et de la même manière, f de x décroissante implique que donc la tangente est décroissante, donc sa pente est négative, et donc vu que la pente de la tangente est donnée par la dérivée de la fonction, ça signifie que f' de x est négatif. Donc quand la fonction est croissante, la dérivée est positive. Quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Et ça va être une notion très intéressante, parce que ça va nous permettre de déterminer où se trouvent les extrémums de la fonction, parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a quelques minutes, la tangente au point 0, 0 est une horizontale. Donc si la droite est horizontale, sa pente est égale à 0. Et si sa pente est égale à 0, ça signifie que la dérivée est nulle. Donc lorsque on arrive à des extrémums, donc ici un minimum, donc un extrémum c'est le mot pour exprimer minimum ou maximum, donc lorsqu'on arrive à un extrémum, ici on a un extrémum et là aussi, donc là on a un minimum, un min, et là on a un maximum, un max, eh bien les tangentes sont horizontales, et vu que les tangentes sont horizontales, les pentes sont nulles, et donc les dérivées sont nulles. Donc ça, cette propriété intéressante est exprimée ici au niveau du théorème 31. Si soit une fonction f dérivable sur un intervalle i,
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la fonction? Si la fonction dérivée f' est nulle, alors la fonction est constante, puisque sa tangente est horizontale. Si la fonction dérivée est strictement positive, alors la fonction est strictement croissante. Et finalement, si la dérivée est strictement négative, alors la fonction est strictement décroissante. Et donc on fait un lien entre la croissance-décroissance de la fonction et le signe de la dérivée. Voyons sur un exemple comment on peut appliquer cette propriété. Donc, supposons que l'on désire étudier les variations de la fonction f de x égale moins x cube plus 3x carré plus 2. Étape 1, on commence par calculer la dérivée de la fonction. C'est une dérivée qui est assez facile. Ça nous donne moins 3x carré plus 6x. Ensuite, étape 2, on cherche les racines de la dérivée. Donc on doit résoudre f' de x égale 0, ce qui signifie, si je mets 3x en évidence, donc ça me fait 3x fois moins x plus 2 égale 0. Donc j'ai un produit nul. Et ça a lieu si le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur égal à 0. Et donc j'ai deux solutions, x égale 0 ou x égale 2. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que on prend ces racines, on les reporte ici dans ce tableau que l'on appelle tableau de variation et que l'on note de manière abrégée par TV. Je sais que la dérivée est nulle en, c'est pas en 0 et 2, 0 mais en 0,2, pardon. Donc je sais que la dérivée est nulle en 0 et je sais que la dérivée est nulle en 2. Ensuite, j'établis le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée est le signe d'une fonction du second degré. Donc c'est le signe de a partout sauf entre les racines. Donc c'est négatif, puisque ici a est négatif. Donc c'est négatif, le signe de a partout, sauf entre les racines où c'est positif. Et donc ça nous permet de déduire le comportement de la fonction f de x, décroissante, croissante, décroissante. Et donc puisque la fonction est décroissante et ensuite croissante, ça signifie que l'on a un minimum ici. Et là, la fonction est croissante et puis décroissante, donc on a un maximum ici. Voilà, et on peut même établir le minimum se trouve au point 0 f de 0. Ici, attention, on doit reprendre, lorsque j'écris f là, je dois reprendre l'expression là, et je dois l'évaluer en 0. Donc ça me donne 0, et je remplace donc x par 0 et je calcule, et je trouve 2. Et le maximum, c'est le point 2 f de 2, et pareil, dans cette expression-ci, je remplace x par 2, ça va donc me donner 2, et si je remplace x par 2, 6. Donc nous avons un maximum en 2, 6. On va maintenant établir le lien entre la dérivée et l'extrémum. Donc supposons avoir une fonction f dérivable sur un intervalle ouvert i. Donc i est inclus dans le domaine de dérivabilité de la fonction f. Alors, si c est un extrémum local de f, alors forcément on n'a que la dérivée de f évaluée en c est égale à 0. Par contre, dire que la dérivée est égale à 0 ne suffit pas à avoir un extrémum. Je dois en plus
vérifier que l'on a bien un changement de signe en C, comme ici. Donc j'ai un minimum, donc un extrémum. Pourquoi? Parce que la dérivée change de signe, elle passe de négatif à positif. Et pareil ici, j'ai effectivement un extrémum qui est un maximum dans ce cas-là, parce que la dérivée change de signe, elle passe de plus à moins. Donc, il faut bien avoir ces deux conditions-là pour pouvoir conclure que l'on a affaire effectivement à un extrémum. Donc, sur la fonction f de x égale moins x cube plus 3x carré plus 2, on avait donc trouvé que la dérivée est égale à 3x fois moins x plus 2 entre parenthèses. Elle s'annule et change de signe en 0 et en 2, et donc on en déduit que 0 et 2 sont effectivement des extrémums de f, respectivement minimum et maximum. Par contre, lorsque la dérivée est nulle, a n'est pas nécessairement un extrémum. On doit faire attention à ce qu'il y ait changement de signe. Vous pouvez observer sur cet exemple la fonction classique f de x égale x cube. Sa dérivée, c'est f' de x égale 3x carré et elle s'annule en 0. Pourquoi? Simplement parce que f' de x est égal à 0, si et seulement si 3x carré égale 0, et donc si et seulement si x égale 0. Donc la dérivée est nulle en 0. On a bien une tangente horizontale en 0, ici, mais on n'a pas un extrémum, parce que la fonction est croissante et croissante, donc la dérivée ne change pas de signe. Ok, passons à l'application suivante. Donc supposons avoir la fonction f définie sur R par f de x égale x exposant 4 plus 3x cube moins 5x carré moins 3x plus 10. On demande dans un premier temps de calculer la dérivée. On va le faire tout de suite. Donc f' de x est égal à 4x cube plus 9x carré moins 10x moins 3. Ensuite, on demande de calculer f' de 1. Donc, f' de 1, je remplace x par 1. Donc, c'est 4 fois 1 au cube, plus 9 fois 1 au carré, moins 10 fois 1, moins 3. Donc, je remplace x à chaque fois par 1. Et lorsque je calcule tout ça, j'ai 4 plus 9, ça fait 13, moins 13, ça fait 0. On me demande ensuite d'en déduire une factorisation de la fonction dérivée f'. Nous constatons donc que f' de 1 est égal à 0, ce qui nous permet de factoriser le polynôme f' de x en utilisant la méthode d'Horner. Voilà donc le polynôme f' de x que je cherche à factoriser. Vu que je connais une racine, je peux utiliser Horner. Donc je sais bien que, je le réécris pour qu'on l'ait à nouveau sous les yeux, je sais que f' de 1 est égal à 0. Donc je mets la racine ici, et puis je vais écrire les coefficients du polynôme que je désire factoriser, du degré de x le plus élevé jusqu'au terme indépendant. Donc du x cube, j'en ai 4, du x carré, j'en ai 9, du x, j'en ai moins 10, et mon terme indépendant, c'est moins 3. Et donc j'applique la méthode d'Horner. Donc première étape, le premier coefficient je le descends, et ensuite je multiplie ce coefficient par la racine. Donc 4 fois 1 ça fait 4, 9 plus 4, ensuite j'additionne donc, 9 plus 4 ça me fait 13, 1 fois 13, 13, moins 10 plus 13, 3, 1 fois 3, 3, moins 3 plus 3, 0. Et bien entendu, quand je vois le 0 ici, je suis content, puisque ça me permet de procéder à la factorisation. Je peux donc écrire que f' de x est égal à x moins la racine, donc le
1 ici, c'est ma racine, fois, et alors c'est ici que je lis les coefficients du polynôme. Alors quel est le degré de ce polynôme? Ben, vu qu'ici j'ai du x cube, eh bien lorsque je procède à la méthode d'Horner, je lis ici le coefficient du x dont le degré est le degré de départ, du coefficient du polynôme de départ, moins 1. Donc ici, vu que j'ai du x cube, là je vais avoir du x carré. Donc c'est 4x carré plus 13x plus 3. Et donc voici mon polynôme. Ensuite, en C, on me demande de déterminer les racines et le signe de la fonction dérivée f'. Et donc c'est pour ça que à l'étape B, on m'a demandé de factoriser, parce que maintenant je dois résoudre f' de x égale 0. Je vous rappelle donc que pour étudier la croissance de la fonction, je dois faire un tableau de variation, et pour faire ce tableau de variation, je dois connaître la racine de la fonction dérivée. Et donc je dois résoudre f' de x égale 0. Et donc ça, normalement, ce que j'aurais dû résoudre, c'est 4x cube plus 9x carré moins 10x moins 3 égale 0. Je dois trouver les racines d'un polynôme de degré 3. Et ça, on ne sait pas le faire, on n'a pas de méthode. Par contre, et c'est là que ça tombe bien, à l'étape B, on a factorisé. Et donc, plutôt que d'écrire la fonction dérivée sous sa forme polynôme, on va l'écrire sous sa forme factorisée, ce qui équivaut à dire que je veux résoudre l'équation x-1 fois 4x carré plus 13x plus 3 égale 0. Et donc, ici je peux utiliser la règle du produit nul que je vous rappelle là. A fois B est égal à 0 si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Et donc ici, ça va me donner que ce produit est égal à 0 si et seulement si x moins 1 égale 0 ou 4x carré plus 13x plus 3 égale 0. Et donc ici, ça me donne x égale 1 ou, ici je ne vais pas vous faire l'affront de résoudre complètement cette équation. C'est une équation du second degré. Donc je dois commencer par calculer delta. Delta, ça me donne 121. Et donc du coup, j'en déduis que les racines sont x1, 2, moins 1 quart et moins 3. Et donc les racines de ma fonction dérivée sont moins 1 quart ou moins 3. Voilà mes trois racines. On demande ensuite de dresser le tableau de variation de la fonction f, ça c'est le point D. Et donc, je mets dans un tableau toutes les racines que je viens de trouver, donc les racines de la dérivée, c'est-à-dire moins 3, moins 1 quart et 1. Et une fois que j'ai les racines, je dois déduire le signe de la dérivée. Je sais que la dérivée est un produit, donc je vais mettre chacun des facteurs, ce sera plus facile. Donc 4x carré plus 13x plus 3. Ça va me permettre de déduire le signe de la dérivée, et du coup, ça va me permettre de conclure par rapport au comportement de la fonction f. Eh bien, on y va. X moins 1, je sais qu'il vaut 0 en 1. Vu que c'est une fonction qui est croissante, ça signifie que
elle est négative avant et positive après. Le polynôme de second degré vaut 0 en moins 3 et moins 1 quart. Ensuite, c'est le signe de A partout sauf entre les racines. A est positif. Donc, je suis positif partout sauf entre les racines. Du coup, ça me permet de conclure par rapport au signe de la dérivée. Donc, moins multiplié par plus, c'est moins. Moins multiplié par 0, c'est 0. Moins multiplié par moins, c'est plus. Moins multiplié par 0, c'est 0. Moins multiplié par plus, moins. 0 fois plus, 0. Mais plus fois plus, plus. Ça nous amène dès lors les conclusions suivantes par rapport à la croissance-décroissance de la fonction. La dérivée est négative, donc je suis décroissant. La dérivée est positive, je suis croissant. Dérivée négative, décroissant. Dérivée positive, croissant. Et donc ici j'ai un min. Là j'ai un max. Et là j'ai un min. Et donc pour distinguer les deux minimums, je vais appeler celui-là min 1 et min 2. Je vais en calculer les coordonnées. Donc min 1, c'est le point moins 3 f de moins 3. Et donc à nouveau, je vous rappelle que je dois reprendre l'expression de f ici. Vous ne devez pas prendre l'expression de f', vous devez prendre l'expression de f. C'est-à-dire cette expression-là. Attention, et dans cette expression-là, vous devez remplacer x par moins 3. Ce qui me donne moins 3, moins 26. Ensuite, max se trouve en moins 1 quart f de moins 1 quart, et donc même remarque, on doit reprendre l'expression de f, et si vous remplacez x par moins 1 quart, vous allez trouver moins 1 quart 10,39, et min 2 a pour coordonnée 1 f de 1, ce qui me donne 1, 6. En E, on me demande maintenant de vérifier mes calculs en traçant le graphique. J'ai fait le travail dans GeoGebra. Voici le graphique que je trouve. J'ai écrit l'expression de la fonction ici. Et vous remarquez qu'effectivement, j'ai bien un minimum en moins 3, moins 26. Il est indiqué là. Un maximum en moins 1 quart 10,39, il est là, en B. Et un minimum en 1, 6. Donc vous voyez les coordonnées sont données ici. 1, 6. Et il est là. Passons à l'application suivante. La cinématique. La cinématique est l'étude du mouvement, donc position, vitesse, accélération d'un solide en physique, et c'est justement l'étude de la vitesse instantanée qui a permis à Newton de concevoir le concept de dérivée. Vous l'avez certainement déjà vu en physique, la vitesse est alors la dérivée de l'équation horaire, et l'accélération la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc l'équation horaire, c'est la position par rapport au temps. Donc on va faire un petit exemple, juste pour voir comment ça fonctionne. Supposons avoir deux mobiles M1 et M2 qui sont animés d'un mouvement dont les lois horaires en fonction du temps sont données respectivement par x1 et x2. Donc la position du mobile 1 est régie par cette équation, la position du mobile 2 est régie par la deuxième équation. On va répondre aux questions. Donc calculer l'instant auquel les deux mobiles se rencontrent. Donc à quel moment x1, donc à quel moment M1 va rencontrer M2? Eh bien, ils vont se rencontrer quand la position du premier mobile est égale à la position du deuxième mobile. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les deux mobiles
vont se rencontrer quand ils se trouveront au même endroit. Donc, ça signifie quoi d'un point de vue mathématique? Donc, quand x1 de t, la position du mobile 1 est égale à la position du mobile 2. Je dois donc résoudre l'équation 2t carré plus t plus 4 est égal à moins t carré plus 5t plus 8. Je ramène tout dans un seul membre. Donc si je ramène par exemple tout à gauche, je vais avoir 3t carré moins 4t, parce que j'ai t moins 5t, ça me donne moins 4t, et 4 moins 8, ça me donne moins 4, et donc tout ça doit être égal à 0. C'est une équation du second degré, je calcule delta, et je trouve 64, et donc du coup, je trouve les deux racines, donc je dois faire moins b, 4, plus ou moins racine de delta, sur 2a. Et ça me donne 4 plus 8, 12 sur 6, ça fait 2. Ou bien 4 moins 8, ça fait moins 4. Sur 6, ça fait moins 2 tiers. Évidemment, moins 2 tiers, c'est à rejeter. Parce qu'on est dans une situation physique. Donc t représente le nombre de secondes écoulées jusqu'à ce que les deux mobiles se rencontrent. Donc on ne peut pas avoir un nombre de secondes négatif. Et donc, j'en conclus que physiquement, il n'y a que ça qui ait un sens. Et j'en conclus donc que les deux mobiles se rencontrent après 2 secondes. Ensuite, on passe à la question B. Donc on me demande de calculer les vitesses respectives de ces deux mobiles à cet instant. Donc j'ai besoin d'avoir V1 de t et V2 de t. C'est ce que je vais calculer. Donc je sais que la vitesse est la dérivée de la position. Donc x'1 de t, c'est donc la dérivée de 2t carré plus t plus 4. Et donc v' de t va me donner 4t plus 1. Et donc du coup, la vitesse du mobile 1 après 2 secondes est égale à, donc je calcule V1 de 2 et ça me donne 9 mètres par seconde. Je fais la même chose pour le deuxième mobile, donc je détermine d'abord V2 de t. V2 de t, c'est la dérivée de la formule qui me donne la position du mobile 2 en fonction du temps, donc c'est la dérivée de x2, et c'est donc moins t carré plus 5t plus 8 dérivée qui me donne moins 2t plus 5. Et donc du coup j'en déduis que la vitesse du deuxième mobile après 2 secondes, je remplace t par 2 et ça me donne 1 mètre par seconde. Du coup, je peux répondre à la question C, où on me demande si lors de la rencontre, les deux mobiles se croisent ou si l'un dépasse l'autre. Les deux mobiles ont une vitesse positive, donc ça veut dire qu'ils vont dans le sens des x croissants.
Et donc ça signifie en fait qu'ils ne vont pas foncer l'un dans l'autre, mais il y en a un qui dépasse l'autre, simplement. Donc on va l'écrire. Les deux mobiles se dépassent car ils ont des vitesses positives. Ok, et finalement, dernière application, c'est les approximations affines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par approximation affine? Supposons que je veuille calculer ce que vaut la fonction a plus h. Donc, normalement, ce que vaut la fonction a plus h, ben, c'est indiqué ici, f de a plus h. Mais plutôt que de calculer f de a plus h, je vais calculer ce que vaut la tangente en a plus h. Et donc, je vais dire que je vais approximer f de a plus h par y. Et donc, je vais calculer ce que vaut la tangente en a plus h plutôt que de calculer ce que vaut la fonction en a plus h. Donc, je vais effectuer cette approximation. Donc, je vais dire que y est à peu près égal à f de a plus h. Ça nous permet d'établir cette formule. Alors, d'où vient cette formule? Ben, simplement, on part de l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente, c'est l'équation de la droite qui passe par le point A, f de A, et dont la pente est égale à f' de A. Ça me donne donc y moins f de A est égal à f' de A fois x moins 1. Et donc du coup, t de A est égal à... Et donc du coup, t de A pour équation y égale... Je fais passer le f de A à droite et je remplace x, donc ici, x, par a plus h. Et donc ça me donne f' de A fois A plus h moins A plus f de A. Donc ça c'est simplement le moins f de A qui est passé à droite. Donc j'évalue ce que vaut la fonction ici tangente en a plus h. D'accord? Le x particulier qui m'intéresse, c'est a plus h, et donc je regarde ce que y vaut dans ce cas-là. D'accord? C'est le y qui m'intéresse ici. Donc si x vaut a plus h, que vaut y? Et c'est pour ça que je remplace le x par a plus h. Et donc, on remarque ici que a moins a, ça fait 0. Ce qui, au total, me permet d'écrire que y est égal à h fois f' de a plus f de a, ce qui me donne cette formule. On va faire un exemple. On va supposer que on désire calculer racine de 4,03 par approximation affine. Donc je vais utiliser cette formule. Donc je veux calculer racine de 4,03. Donc si je pose, donc ici on voit que intervient la racine. Donc la fonction que l'on va utiliser, c'est racine de x. Et si on pose que, en fait, racine de 4, je la connais. 4,03, je ne connais pas. Donc, je vais dire que mon pas, c'est 0,03. Et donc, ce qu'on me demande de calculer, donc, c'est f de 4,03. J'utilise cette formule. F de 4,03, c'est f de 4 plus 0,03, et donc on reconnaît bien la formule. Le A de la formule, c'est 4, et le H de la formule, c'est bien 0,03. Et donc ça me donne que c'est à peu près égal
à f de a, c'est-à-dire f de 4, plus 0,03 fois f' de 4. Donc, f de 4, ben c'est facile, c'est racine de 4, c'est-à-dire 2 plus 0,03 f' de 4, donc je dois dériver la fonction racine de x, c'est donc 1 sur 2 racine de x que j'évalue en 4, donc c'est 1 sur 2 racine de 4, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 2, et lorsque je calcule ça, ça me donne 2 plus 0,03 sur 4. Ouais, je peux faire ça mentalement. Donc ça me donne 0,075 et donc c'est plus ou moins 2,0075. Voilà. Si vous désirez vous entraîner et essayer de refaire des exercices de ce type-là, je vous envoie vers l'exercice 19 qui se trouve à la page 238 de votre manuel.